Bon, je dois vous parler d'un sujet qui revient souvent dans mes revues de la semaine, mais c'est une façon aussi de marquer un fil conducteur, une ligne directrice au regard qu'on porte sur le monde. Vous savez que dans notre façon de voir à nous, les insoumis, la question de l'écosystème en général est une question centrale. C'est-à-dire nous pensons que comme l'écosystème est menacé par l'activité humaine, et l'activité humaine pas humaine simplement, l'activité humaine dans le capitalisme, hein, c'est-à-dire avec le productivisme, avec la production de millions d'objets qui ne servent à rien, avec l'accumulation de la richesse chez certains et le dénuement absolu chez les autres. Bref, nous pensons que cette question est centrale parce qu'elle définit un intérêt général humain et que sur la base de cet intérêt général humain, on peut construire une ligne politique, un programme politique commun à toute l'humanité et qui se décline dans chaque pays. Nous avons commencé dans le nôtre, ça s'appelle l'avenir en commun. Alors, sur ce registre-là, évidemment, c'est pas nous sommes pas les premiers, hein, nous avons hérité de la tradition politique, de l'écologie politique, à un moment où cette écologie politique s'est intégrée au système et est devenue une sorte de composante de la bien-pensance, pour beaucoup, hein, je parle de l'écologie politique, des partis politiques, pas des associations ou des courants qui ont en charge des questions et des thèmes écologiques, parce qu'eux, ils sont restés dans leur sillon revendicatif et de lutte, et ils sont, il faut le dire, assez durement réprimés à de très nombreuses occasions. Bon, mais je disais ça pour signifier que je ne prétends pas que nous soyons les inventeurs de cette préoccupation politique. Et surtout pour vous dire que j'espère qu'on ne soit pas les seuls. C'est-à-dire pour nous, la préoccupation écologique ne doit pas devenir la propriété d'un parti. Nous souhaitons que tous les partis soient écologistes, que tout le monde s'en occupe, que tous les syndicats le soient, et en effet, il y a une grande propagation de cette préoccupation dans toute la société, dans tous les rouages de la société, des braves gens qui essayent de se tirer d'affaire. Par exemple, ils consomment bio. Alors il y a toutes sortes de discussions sur ce qui est vraiment du bio et ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup d'arnaques là-dedans, hein. Mais les produits bio progressent de 20% par an à la vente, hein. Vous avez qu'à aller voir vous-même dans votre magasin. Autrefois, il fallait chercher entre les rayons où il y avait un produit bio. Maintenant, il y en a partout. Et au point que vous êtes comme moi, vous trouvez ça suspect, hein, d'en voir autant, parce que quand vous regardez les étiquettes, vous n'êtes pas aussi convaincu qu'en regardant ce qui est écrit en gros sur l'emballage. Alors, je vous reparle de tout ça parce que la situation pendant ce temps-là, elle n'attend pas nos discours. Le changement climatique, il est commencé. Ça, je l'ai dit ici tellement de fois que, et vous pouvez le lire, vous pouvez l'entendre autour de vous. Il est commencé parce que de toute façon, les engagements pris à la COP 21 ne permettaient pas d'inverser la pente qui était prise vers ce dérèglement climatique. Bon, la COP 21, vous le savez, ils ont signé un texte dans lequel il y a 2 degrés de réchauffement supplémentaires, et avec ça, ils disaient, bon, on va se tirer d'affaire. Ben non, on se tirera pas d'affaire avec 2 degrés, et en plus, il faut dire ce qui est, les engagements des pays, c'est 3,5 degrés, hein, quand on lit et qu'on met bout à bout tout ce que les pays ont dit. Donc, l'idée que le changement climatique va être enrayé, le changement climatique pour la part qui relève de l'activité humaine, qui est centrale aujourd'hui, c'est-à-dire la production de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin, dans notre propre pays, c'était prévu qu'on fasse moins 5%, et en réalité, on a fait plus 3. Alors comme ça, le tableau est terminé. Donc le changement climatique est commencé, et il y a peu de chances que il soit inversé. Disons qu'on pense que des seuils d'irréversibilité ont été atteints. Ça va avoir des conséquences, comme vous l'imaginez, les événements climatiques extrêmes, mais d'autres qui sont moins pointés. C'est que comme les courants dans la mer sont en train de changer, la part d'eau chaude, la part d'eau froide, et tout ce qui en résulte, ça veut dire que le régime des pluies, la façon avec laquelle se déroulent les saisons, les choses qui sont constantes depuis que l'humanité est là, hein, eh bien, tout ça va être complètement déréglé et se produire autrement. Comment? Moi, j'en sais rien. J'ai pas la capacité scientifique. J'ai lu les choses les plus contradictoires. Depuis un copain qui m'a dit, les gens n'ont pas bien compris que dans le réchauffement climatique, ça augmente l'évaporation. Et si ça augmente l'évaporation, ça va augmenter les pluies. Donc il va tomber de l'eau de plus en plus. Et cette eau qui va tomber, elle va pas tomber aux endroits où elle tombait avant. Donc les uns qui recevaient vont être dans la sécheresse, et les autres qu'on n'avait pas vont être sous la flotte, mais des quantités tout à fait substantielles, hein. Bon. Parce que s'il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel pour comprendre que le réchauffement climatique produit une évaporation supplémentaire, et on a une corrélation assez bien définie entre les deux. Bon, et puis, à côté de ça, il y a le changement dans la biodiversité. Alors là, ça résulte de plusieurs... La biodiversité, c'est toutes les créatures vivantes, hein.
Parce que toutes se tiennent entre elles. Il y a un rapport entre le végétal, l'animal, l'humain. Bon, l'humain étant lui-même un animal, tout le monde comprend ça. Mais tout ça est imbriqué. Et les modes de production des êtres humains font reculer la biodiversité. En tout cas, la biodiversité terrestre. Pendant un temps, on considérait que ça concernait pas la mer. Mais à partir du moment où aussi en mer, on s'est mis à surpêcher, à détruire avec des méthodes de pêche qui détruisent absolument toute vie, depuis les grands filets qui raclent les fonds et toutes les bestioles qui sont sur leur passage, jusqu'à la pêche électrique qui foudroie absolument tous les êtres vivants. Bon, il y a de la mer aussi en tant que lieu essentiel de la biodiversité mondiale, hein, parce que 70% de la surface de la planète, c'est de l'eau. Donc c'est là-dedans que ça se passe. Il y a 85% de la biodiversité est dans l'eau. Bref, tout est atteint partout à la fois. Et il y a eu un très beau livre là-dessus, en 2015, de Elisabeth Kolbert. Je vous le recommande, il est bon, c'est 319 pages, ou 320, c'est un gros bouquin. Un peu cher, c'est vrai aussi, mais très intéressant, et qui traite de la 6e extinction. Ça veut dire, il y a eu 5 extinctions déjà dans le passé, dans l'histoire, de toutes les bestioles vivantes à l'époque, et nous sommes entrés dans la 6e. Et ça, on l'observe, on le constate, c'est pas un danger, bon, c'est-à-dire, c'est toute la biodiversité qui est impliquée, la biodiversité vivante, là il s'agit des espèces animales et ainsi de suite, depuis les insectes en passant par toutes les autres bestioles, qui sont atteints par ce phénomène de 6e extinction. Et là les chiffres commencent à tomber qui font peur, quand on vous dit, ben voilà, il a disparu 80% de ceci, 30% de cela, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, et puis vous avez les petits malins qui passent derrière en nous disant « Ah bon, il n'y a plus d'abeilles, alors bah très bien, nous on va vous proposer des machines à polliniser. Hein » C'est-à-dire que le capitalisme, il essaye toujours de retomber sur ses pattes, il détruit, mais il vous propose le truc derrière à la place de ce que vous aviez autrefois gratuitement, parce que les abeilles, personne ne les payait, et elles faisaient ça parce que, bah voilà, ça faisait partie de leur existence d'abeilles, hein, de polliniser pour ensuite faire du miel, et en gros, tout le monde était content dans cette affaire, y compris les êtres humains qui font des ruches, et les ours, et qui vont aller les piller, et ainsi de suite. Bon. Donc, ça là, nous avons maintenant, les signes se multiplient, de la gravité de cette 6e extinction, qui accompagne, qui se produit en même temps qu'il y a le changement climatique, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire d'une part l'activité humaine qui détruit les écosystèmes, d'autre part l'aggravation des phénomènes à effet de serre qui détruisent certaines espèces. Alors les modes de production humains qui détruisent, vous les connaissez, ça va depuis la production d'huile de palme qui ravage les forêts pour qu'on mette à la place des plantations, c'est les pesticides qu'on fout partout et qui font mourir tous les insectes, qui détruisent la régularité de la chaîne alimentaire, parce que là où il n'y a pas d'insectes, ben, il n'y a pas d'oiseaux, parce que les oiseaux se nourrissent avec des insectes, etc., 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 et tout ça se tient, et c'est là qu'on voit que tout ça se tient. Alors maintenant, là, on vient de nous donner une étude, une statistique qui dit que depuis les années 70, c'est 60% des espèces vertébrées qui ont disparu. 60%. Depuis les années 70 à maintenant, 60% des espèces vertébrées ont disparu. Alors, on pourrait dire, supposons on prend un point de vue très lointain, et on dit bon bon et alors quoi, il y a déjà eu des extinctions massives, peut-être que c'est ce phénomène-là qui se produit, oui, mais il se produit d'une manière tout à fait particulière, parce que c'est la rapidité avec laquelle ça se produit et l'universalité, c'est-à-dire c'est vrai partout en même temps et avec de plus en plus vite et avec la même profondeur de destruction absolue. Voilà. Ce sont des phénomènes nouveaux. Alors, pour nous, c'est autant de signaux d'alerte. Bon, je pense que ceux qui regardent cette émission, ils sont déjà alertés. Mais il faut qu'on ait à l'esprit qu'on va se trouver bientôt dans une situation que peu de monde avait prévue. C'est-à-dire confronté à une situation radicalement nouvelle pour la civilisation humaine, où il manque toutes sortes de bestiaux, où toutes sortes d'insectes ont disparu, où beaucoup de fonctions ordinaires de la vie de la nature n'ont plus lieu, et où les êtres humains, la civilisation humaine, est confrontée à des événements climatiques extrêmes qui interrompent son fonctionnement. Bon, quand vous savez que les plus grandes villes du monde sont au bord de l'eau, d'accord, et que l'eau monte, et que l'océan mondial est en proie à des phénomènes extrêmes,
eh bien vous comprenez qu'il est possible qu'à un moment ou à un autre, tout le système d'organisation mondiale s'interrompt parce qu'il est coupé. Parce que par exemple, je sais pas moi, le transport maritime serait coupé par les événements climatiques extrêmes. Autrefois, la vague exceptionnelle, elle faisait 20 mètres, maintenant c'est 40 mètres. Il faut vous imaginer ce que c'est qu'une vague de 40 mètres. Hein. Bon, vous passez là avec votre tanker, bonjour tout le monde, c'est fini. Hein. Bon, donc et 90% du commerce mondial s'opère par la mer. Donc c'est pas une petite question que celle-là. Donc moi je voulais mettre ça dans ma revue de la semaine pour vous dire, nous allons être l'humanité. Quand je dis nous, c'est l'humanité, c'est pas nous les insoumis ou je ne sais quoi. C'est l'humanité tout entière, quelles que soient ses opinions politiques, va être mise au pied du mur. Alors, comment va-t-on procéder? Est-ce chacun pour soi ou est-ce tous ensemble? Une grande question philosophique va donc devenir une question extrêmement concrète. Et pour nous, dans notre manière de réfléchir, c'est important de se rendre compte, et se rendre compte du fait qu'on s'approche du point à partir duquel, que vous le vouliez ou non, la question est posée. Hein? Parce que les questions intelligentes, c'est bien quand elles sont posées de manière intellectuelle, tant mieux, on a le temps de s'y préparer, d'y réfléchir, ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais là où elles sont les plus intéressantes, c'est quand il n'y a plus moyen d'y échapper. Et nous sommes entrés dans cette période.